Donc merci Julie de venir nous présenter ton travail de thèse que tu vas soutenir bientôt et qui concerne le repli des adolescents à domicile. Ouais, le vécu des parents sur le repli et sur le suivi en visite à domicile. Donc pour commencer, la claustration au domicile, c'est l'enfermement d'abord au domicile, puis souvent exclusivement dans la chambre pendant plusieurs mois de l'adolescent. Il y a très peu de données épidémiologiques en France parce que c'est un phénomène qui est peu visible parce qu'ils ne sortent pas. Et il y a quelques auteurs, dont le Dr Getch, qui estime à plusieurs centaines par an de nouveaux cas, et qui dit que le phénomène est en recrudescence en France. Les prises en charge sont très difficiles parce que les adolescents ou les jeunes adultes ne sortent pas. Du coup, le délai avant le début des soins est long et ça demande qu'un tiers, notamment les parents, portent la demande. C'est pour ça que les équipes mobiles dans cette situation ont leur intérêt, puisqu'on va vers l'adolescent qui ne se déplace pas. Et ça permet de préparer le suivi ambulatoire ou alors une hospitalisation quand c'est plus difficile. Donc les parents, ils sont forcément impliqués dans cette situation et dans les soins. Et on n'a pas trouvé d'études sur leur vécu, ni des troubles, ni des soins. Donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ça. Donc l'objectif à terme, c'est de pouvoir mieux soutenir et l'adolescent et sa famille et d'améliorer du coup à travers les attentes de chacun le dispositif. Donc au niveau méthodo, on a fait une recherche qualitative, donc exploratoire, monocentrique, observationnelle, non interventionnelle. On a utilisé une analyse donc phénoménologique qui permet de comprendre le sens ou la signification d'un phénomène à partir de l'expérience de ceux qui le vivent. Donc les parents inclus étaient donc les critères d'inclusion étaient d'être parents d'adolescents mineurs, repliés au domicile et déscolarisés, suivis en visite à domicile par le CMP de Meudon. Donc on a utilisé comme mode d'inclusion le purposing sampling, qui est une inclusion au fur et à mesure à la demande, on choisissait les parents qu'on a interrogés, auxquels on proposait les entretiens afin d'avoir des données les plus exhaustives possibles. Et on a arrêté les entretiens à saturation des données. Donc c'est le psychiatre référent qui a proposé aux parents de participer à l'étude et une fois qu'ils acceptaient, on leur envoyait un courrier et moi je les appelais pour convenir de l'entretien. Donc les entretiens, ils étaient semi-dirigés, soit au domicile, soit au CMP, selon le choix du parent. Ils étaient toujours en face à face et j'ai vu certains parents seuls, d'autres en couple et dans la moitié des entretiens, il y avait l'adolescent qui était présent. Et donc les entretiens étaient faits à partir d'une trame d'entretien qui avait été faite au préalable et que j'ai modifiée au fur et à mesure après relecture. Donc ensuite, on a retranscrit mot pour mot et puis il y a eu d'abord un codage descriptif par entretien, puis un codage thématique en regroupant les thèmes des différents entretiens et ensuite construction d'un modèle explicatif. Donc en tout, il y a eu 7 situations dans lesquelles j'ai rencontré les parents et 9 parents en tout, parce que j'ai vu 2 couples. Donc à chaque fois, les couples étaient ensemble. Donc il y a eu 2 entretiens au CMP, tous les autres au domicile. Et donc il y avait 4 adolescents qui ont souhaité participer à l'entretien. Donc dans les résultats, on va avoir deux grands axes. D'abord, on va parler du vécu parental des troubles, du repli au domicile, et ensuite leur vécu du suivi, notamment du suivi à domicile. Donc, sur le vécu parental des troubles, ils décrivaient tous un début progressif pour l'adolescence qui faisait qu'ils ne percevaient pas tout de suite le caractère pathologique des choses.
Et donc les difficultés diagnostiques d'abord par les parents qui ne percevaient pas, puis par les professionnels où c'était différent, notamment les médecins généralistes sur des plaintes somatiques. Et après, petit à petit, on leur donnait plein de diagnostics, mais jamais de propositions concrètes. Donc ensuite, tous, ils disaient que le début, le scolaire était au premier plan dans tous les débuts d'entretien, en disant qu'ils voulaient maintenir une scolarité coûte que coûte, et qu'il n'y avait que ça. Ils se focalisaient vraiment sur le fait de maintenir le cap sur le plan scolaire. Donc ils essayaient de négocier. La plupart disaient on essayait de voir avec les professeurs, de négocier un jour sur deux telle ou telle matière pour essayer de maintenir la scolarité. Mais ça marchait très peu. Ensuite, ça créait beaucoup de tensions au domicile. Ils essayaient de forcer l'adolescent à sortir, à aller en cours, ce qui pouvait provoquer des crises classiques et de la violence au domicile. De l'ado vers les parents et des parents vers l'ado. Ensuite, il décrivait plus le repli. Donc, il décrivait vraiment le fait que l'adolescent se protégeait un peu en restant à la maison, que l'extérieur était dangereux, et que eux ou la maison, le simple fait d'être à la maison, semble les protéger. Ils décrivaient tous des symptômes dépressifs chez leur ado, avec une incurie, une aboulie, un repli forcément social, des inversions du cycle nictéméral. Mais les parents ne percevaient pas ça comme pathologique. Ils décrivaient soit l'un, soit l'autre des symptômes, mais pour eux, c'était pas psychiatrique. C'était des symptômes quand même. On parlait comme des symptômes. Oui, mais parce que ça se passait mal, parce que il était timide, parce que c'était à l'école, ça se passait mal. Pas... Ils trouvaient des causes. Ouais, extérieures. Des explications. Ouais. Des rationalisations. Voilà. Donc ensuite, face au repli, ils étaient de plus en plus stricts. Ils essayaient de contraindre, de forcer, soit au moins à sortir après pour aller faire des courses. Certains, c'était juste aller acheter quelques courses. Ils le forçaient, mais ça tenait jamais, ou alors avec des conflits énormes. Du coup, à la fin, après ça, ils préféraient tout faire à la place de l'adolescent. Il y avait pas mal de parents, trois parents, qui disaient qu'ils avaient fait les devoirs du CNED à la place de l'adolescent pour maintenir le cap scolaire, sur le plan administratif. Ils faisaient beaucoup de choses à la place. Et après, il y avait réellement des conflits parents-adolescents, et puis entre les parents, parce qu'à chaque fois, les deux parents n'étaient pas du tout sur le même plan éducatif. Il y en avait qui voulaient tenter de négocier, et les autres de punir. Puis enfin, là, ils finissaient en voyant que rien ne marchait, que la situation familiale s'aggravait, se tendait de plus en plus. Ils décrivaient tous un sentiment de détresse. Il y avait 4 parents qui décrivaient des épisodes dépressifs majeurs caractérisés et soignés. Et du coup, là, naissait un sentiment d'impuissance, d'impasse. Et ils allaient du coup faire appel à un tiers en demandant de l'aide. D'abord sur le plan familial. Les premières aides, à chaque fois, dans tous les entretiens, ils demandaient à quelqu'un de la famille d'intervenir pour faire tiers. Et la plupart du temps, c'était des personnes du corps médical ou paramédical. Et une fois que la famille intervenait et que ça ne marchait pas non plus, ils se disaient qu'il fallait demander des soins au départ, ils demandaient qu'il y ait des professionnels qui interviennent, que ce soit éducateurs ou... Ils ne savaient pas. Donc ils allaient partout. Ils cherchaient un peu partout, et il y en a une qui disait même démarcher les CMP. Tellement elle avait eu l'impression d'aller demander partout. Et ils ne savaient jamais vers qui aller, donc ils allaient d'abord vers le médecin traitant qui n'arrivait pas, certains médecins traitants proposaient d'aller à domicile, mais très vite ça ne marchait pas, donc ils orientaient vers les psychologues, les psychiatres libéraux,
il ne se déplace pas. Et il finissait par arriver soit à l'accueil de la maison de Solène, soit on les orientait directement au hôpital CPOA ou CMP. Et là, on leur proposait les visites. Donc oui, il y avait une mère qui faisait bien le lien en disant à chaque fois on me dit il faut qu'il soigne, mais on ne veut pas venir le voir alors qu'il ne se déplace pas. Donc comment vous voulez qu'on le soigne? Ça je l'ai dit. Donc dès qu'on leur proposait de venir, ils se sentaient entendus. Et donc plus étayés, ça a rassuré le sentiment de solitude. Du coup, ils avaient le fait de se voir tous ensemble, comme on venait chez eux, il y avait quand même l'ensemble de la famille. Ça permettait de poser des mots sur la souffrance de chacun, comme un entretien familial, mais qui ne pouvait pas se faire à l'extérieur. Et chacun comprenait mieux l'autre. Donc les parents disaient que eux, ça permettait de comprendre que l'enfant avait des difficultés, que c'était pathologique. Et aussi à l'adolescent de comprendre que les parents faisaient ce qu'ils pouvaient mais qu'ils n'y arrivaient pas. Et ça a apaisé beaucoup les conflits dans les deux situations où c'était le cas. C'était des moments où l'adolescent pouvait être violent aussi envers les parents. Donc les parents décrivaient tous que ça leur avait permis d'accéder aux soins pour l'adolescent. Et donc la chance d'accès aux soins. Et également d'éviter, il n'y en a aucun qui a été hospitalisé. À chaque fois, ils disaient que c'était une alternative à l'hospitalisation, parce que les 3/4 des parents avaient pensé à faire hospitaliser sous contrainte. Vous voulez éviter ou y avez pensé? Ils y avaient pensé à faire. C'est ce qu'ils voulaient surtout pas. Et c'est ce qu'ils voulaient surtout pas, et ça avait retardé la demande. Ils avaient peur qu'on leur propose l'hospitalisation. Ouais. Donc les parents trouvaient que l'alliance thérapeutique entre le médecin et l'adolescent était indispensable. Mais du coup, pour le préserver, même s'ils n'étaient pas d'accord avec les soins proposés par l'équipe, ils préféraient se mettre de côté. Donc il y a eu plusieurs parents qui se plaignaient de ne pas avoir de retour, de ne pas pouvoir être assez en lien avec le médecin, mais qui ne sollicitaient pas du tout, qui se mettaient en retrait pour être sûr que l'adolescent continuait de voir le médecin. Donc c'est là où ils se plaignaient alors que ça pouvait être utile. Il y avait une chose sur l'information, donc autant ils trouvaient qu'à posteriori il n'y avait pas de retour sur l'évolution de leur ado. Au départ, ils disaient tous être rassurés par le fait qu'on leur dise que ça allait être long, que ça allait pas se passer en une semaine et qu'il allait falloir prendre le temps. Et ça les soulageait tous. Ça sera intéressant de le questionner au moment où c'est dit. Si tu veux, parce qu'en général, quand tu dis ça, ça les met plutôt en colère, les parents. Et bien là, c'était... il y en a... Mais effectivement, a posteriori, que tu les interroges après coup, tu vois. Ouais. Et probablement, dans l'après-coup, c'est vu par les parents autrement, mais... Oui, je pense que... Ça dépend aussi à quel moment dans le processus de recherche de soins, c'est-à-dire si on est la 10e institution, ils l'entendraient mieux que si c'est la première institution. C'est ça. Oui, on le dit au début de la première visite à domicile, donc déjà il y a eu tout le processus de 15 000 urgences. Parce qu'en effet, quand on les voit à la maison des ados de Bobigny, les premiers moments de déscolarisation, les parents sont paniqués, qui arrivent, mais faites quelque chose, ils ne veulent plus à l'école. Là, ils n'entendent pas quand on leur dit ça va être long. Là, souvent, ils étaient déscolarisés depuis plusieurs mois minimum. Et donc, enfin, la question du scolaire, dès que l'ado commençait un peu à ressortir, la question du scolaire revenait au premier plan. Et du coup, les soins-études paraissaient un peu comme un médicament miracle pour les parents. Et
les parents dont les ados étaient en soins études disaient que la séparation avait été bénéfique. Ils disaient que le milieu familial n'avait pas réussi à les soutenir et donc il fallait les extraire de ce milieu-là. Ils avaient un vécu, c'était le milieu familial qui était pathogène, certains. Pas tous, mais les 2 qui étaient en soins études, ouais. Ouais, les 2. Donc on va discuter les résultats. D'abord, on va voir les forces et les faiblesses de l'étude, la comparaison avec la littérature et quelques réflexions théorico-cliniques sur le dispositif. Donc d'abord, une des forces, c'est l'originalité du sujet de recherche, puisqu'on n'a retrouvé aucune étude qualitative sur le vécu des parents dans le cadre du repli au domicile. Le fait que les parents interrogés étaient tous homogènes par rapport à l'expérience étudiée. On a utilisé, pour être rigoureux sur le plan qualitatif, la grille internationale correcte. Et les entretiens ont été relus et de nouveau analysés par Dr Johnny Dax. Et les faiblesses de l'étude, c'est un échantillonnage qui a été fait qu'à partir d'une seule équipe. Donc on a le point de vue que d'un mode de fonctionnement. Il y a une situation d'adolescente fille qui a été vue. Après, ça s'explique par le fait qu'il y avait très peu d'adolescentes suivies pour un repli. On n'a interrogé aucun couple séparé. Les 2 couples qu'on a vus étaient ensemble. Et les parents séparés, à chaque fois, il n'y avait qu'un seul parent qui était actif dans la prise en charge au CMP. Du coup, j'ai pas vu l'autre. Les fratries n'ont pas été interrogées, alors ça pourrait être aussi intéressant. Et les professionnels de santé qui se déplaçaient n'ont également pas été interrogés. Donc la littérature sur le sujet, comme je le disais tout à l'heure, j'ai rien trouvé. Mais comme les parents ont systématiquement quand même mis la déscolarisation au premier plan, j'ai comparé avec 2 thèses du vécu parental du refus scolaire anxieux, une sur des adolescents qui étaient suivis en consultation à la maison des ados de Cochin, et une en hospitalisation soit de jour, soit à temps. Donc les vécus des parents étaient globalement les mêmes, avec la préoccupation autour du maintien de la scolarité au début, une difficulté à nommer le trouble. Donc on peut aussi se dire que est-ce que c'est vraiment un trouble, est-ce que c'est une conduite qui cache plusieurs psychopathologies différentes. Et c'est pour ça que poser un mot sur ça, ça peut aussi soutenir les familles et les ados, comme au Japon où ils ont créé le terme hikikomori, qui n'est pas un diagnostic psychiatrique, qui est juste qui définit les ados et les jeunes adultes repliés chez eux, ce qui permet de s'identifier quand même un groupe et aux professionnels d'aller vers eux. Le refus scolaire, c'est considéré comme quoi? C'est pas une pathologie non plus? Non. Non, hein, c'est ce que tu viens de dire. Je sais pas, je pose la question. Non, pour moi, c'est pareil. Pareil, hein, on est d'accord. Hein. Ouais. Faut que je sois plus précis. Non, j'avais une attention flottante, j'étais en train de réfléchir à plein de trucs. Excuse-moi. Non, c'est bon. Ça. Dans les 2 études sur le refus scolaire, comme pour nous, les dysfonctionnements familiaux, ils étaient souvent quand même évoqués par les parents, mais en superficie, très difficile à aborder. Et donc le parcours émotionnel au fur et à mesure, donc d'abord la contrainte, ensuite la négociation, puis les conflits entre les parents, c'était à peu près le même schéma que pour le refus scolaire. Donc quelques réflexions sur le dispositif. Donc d'abord, l'équipe mobile, c'est quelque chose qui semble pertinent dans cette situation. Du fait des suivis ambulatoires multiples qui ne marchent pas parce que l'adolescent n'y va pas. Donc ça permet un accès aux soins, ce qui ne se ferait pas sinon. Et les caractéristiques des équipes mobiles qu'on essaye d'avoir, c'est la disponibilité.
Donc même si on n'est pas là 24/24 comme le CPOA ou le groupe ERIC dans les Yvelines, quand même les parents disaient qu'on avait réagi à chaque fois dans la semaine ou dans les 15 jours maximum, donc ça les rassurait. Le fait d'être pluridisciplinaire, donc toujours intervenir en binôme, ça permettait pour eux d'avoir plusieurs personnes. Il y avait une maman qui disait que voilà, elle était restée avec l'infirmière pendant que le médecin parlait à travers la porte avec l'adolescent qui ne sortait pas de sa chambre, et que ça avait permis que chacun ait un espace. C'était assez rassurant pour tout le monde. Le travail en réseau avec les établissements scolaires, qui est indispensable pour le retour à l'école. Et donc la nécessité d'un cadre qui reste souple, adapté, mais très structuré pour s'y retrouver. Donc le cadre souple et structuré, il y a au CPOA, ils font dans les consultations pour les adolescents repliés, ils proposent une consultation sur place avec juste les parents pour avoir ce qu'ils attendent des VAD. Donc voilà, peut-être est-ce qu'il faudrait faire une consultation au CMP avec les parents. Le risque, c'est que du coup l'adolescent l'alliance avec l'adolescent soit moindre si on reçoit sans lui. La question de l'interlocuteur spécifique aux parents elle reste entière. Est-ce que c'est à l'équipe de pédopsie de les recevoir seuls sans l'adolescent ou pas? Ils étaient tous quand même en demande d'avoir quelqu'un à qui parler sans l'adolescent. Ensuite, on a essayé de voir... Peut-être dans un dispositif pensé comme bifocal, mais au sein du service pédopsychiatre. Oui. Et on a essayé aussi de voir le fait de se déplacer comme une médiation thérapeutique, quelque chose qui soutienne le lien entre le médecin et l'ado. Et comme je parlais de la maman tout à l'heure qui décrivait le fait de passer un papier à travers la porte pour parler, le fait de venir de trouver autre chose que le face-à-face pour discuter, ça semblait permettre le lien. Et on a pensé aussi, donc ça c'est pour après, une fois que l'adolescent va quand même mieux et peut sortir de chez lui, mais l'intérêt des thérapies multifamiliales qui est utilisé surtout dans les TCA pour les adultes. Donc c'est il y a 2 cothérapeutes avec plusieurs familles qui ont les mêmes problématiques. Et ça permet des identifications croisées. Donc les adolescents, si la situation est trop bloquée avec les parents, peuvent s'identifier soit aux autres ados, soit aux parents des autres ados. Et ça permet de débloquer certaines choses. Donc en conclusion, les parents avaient tous un sentiment d'impuissance au début des troubles, qui était non contenu par les professionnels, parce que les professionnels aussi étaient très en difficulté pour prendre en charge le repli. Donc l'évaluation et l'implication de la famille, elle est indispensable et nécessaire pour que l'adolescent aille mieux. Il faudrait peut-être des espaces différenciés pour l'ado et les parents pour que chacun ait son espace à lui. Et donc les thérapies multifamiliales ensuite pour un peu aider à aborder la dynamique familiale. Merci. Est-ce que tu peux juste nous décrire un petit peu le dispositif Oui. de consultation? Oui, je vais trop vite. Tu vois, c'est Ouais. pour nous qui ne t'avons pas lu, qui n'avons encore pas lu ta thèse, on n'a pas du tout le... En fait, c'est soit la demande des parents, soit la demande des autres professions. Enfin, ça peut être les médecins scolaires ou les psychologues scolaires. Il y a une infirmière scolaire dans les situations qui avait demandé, qui appelle au CMP. Donc soit c'est des adolescents qui ne sortaient plus, donc du coup ils demandaient à ce qu'on vienne, on leur proposait les VAD. Soit il y avait plusieurs ados, je ne sais plus combien, qui étaient suivis au CMP en consulte classique et puis qui au cours du suivi se déscolarisaient complètement et se repliaient. Et donc là, on allait le voir. Il y avait toujours au départ, il fallait souvent qu'au moins un membre de la famille soit là. Et il y avait donc l'infirmière et le médecin qui
qui se déplaçait une première fois. Et puis après, c'était des fois, selon les situations, selon le délai entre deux consultations, l'infirmière pouvait y aller des fois seule pour faire un point entre deux consultations médicales. Et puis souvent... C'est essentiellement un binôme. Médecin, infirmière. C'est pensé comme un soin, parce que tu parlais du groupe ERIC, mais le groupe ERIC, c'est plus une évaluation un peu en urgence. Donc ouais, c'est plus long, mais par contre le but est quand même toujours de reprendre les consultations au CMP. Il y en a quelques-uns qui ont été suivis des mois et des mois, mais la plupart en 4-5 qui ont été orientés vers un CATTP même après. On a fait venir sur des groupes de rescolarisation, des choses comme ça. Et justement, la durée moyenne de suivi, là, et juste pour en termes très pratiques, ça se passe comment? Vous y allez une fois par mois, vous y allez une fois par semaine, vous allez... Enfin, tu vois, il n'y a peut-être pas de cadre fixe, mais... fluctuant, il y a un cadre assez... pas fixe, je pense. J'imagine qu'il y a des limites aussi, des contraintes administratives. De temps. La plupart, c'était... En fait, ça dépendait aussi des situations. Ouais. Les situations compliquées, il y en a 2 où il y allait toutes les semaines pendant 2-3 fois. D'autres, c'était une fois par mois. C'était très fluctuant. Il y en a, ça a duré combien de temps? Le plus long? Le plus long, je crois que c'est 10 mois. Au domicile, et le plus court, je crois qu'il n'y a eu qu'une visite. Et après, ça allait mieux. Et puis, il y a eu des phases CNED, enfin, c'est pas... Il y avait des ruptures. C'est pas juste replié ou sorti, quoi. Il y a des tas de camailleux de situations où finalement... semblant mieux parce que reprise de CNED, et puis donc les VAD s'espacent, et puis à nouveau ça va pas bien. Il y a une mère il y a eu une rupture de suivi pendant un temps, et en fait l'ado a dit pendant l'entretien que non, en fait il était par texto. Il avait maintenu un lien avec le psychiatre, la mère n'était pas au courant. C'est ce que j'allais vous demander. On imagine que c'est un outil super intéressant, super riche, et que ça va pouvoir débloquer un certain nombre de situations. On aurait envie de le proposer dans plein de situations, en dehors des ados qui refusent de sortir. Il y en a plein qui refusent de venir, pas forcément de sortir, quoi. Voilà. Et en même temps, j'imagine qu'en termes de contraintes budgétaires, on ne peut pas imaginer ce soin pour tout le monde. Moi, je me demandais à quel point on ne pouvait pas imaginer utiliser les nouvelles technologies, faire des consultes Skype et des choses comme ça, et des textos. Ouais. En tout cas, on est en train de travailler dessus avec l'équipe sur les téléconsultations, la télémédecine, c'est sûr que c'est un sujet. Après, ils ont besoin d'informel aussi, c'est-à-dire que le texto, il a son attrait de par son côté un peu justement informel. C'est presque encore mieux que la téléconsultation bien cadrée. Bon, mais voilà. Et alors, en pratique, ces consultations, toi, tu en as observé? Tu y as été? Non, tu ne l'as pas vu. Non, j'ai pas pu. Toi, tu as pu en faire? Tu sais comment ça se passe un peu? On peut imaginer, est-ce que les médecins restent justement l'équipe reste très formelle et s'installe forcément autour d'une table, ou bien est-ce que ça peut être... souvent ils se partagent, et l'infirmière souvent reste au salon avec les parents, ils se partagent les rôles. Et je sais que l'équipe, en tout cas, s'imprègne du domicile familial, de l'organisation, de la maison. Enfin, tout ça, c'est des choses qui viennent alimenter la représentation clinique. Souvent, il allait de ce que me décrivaient les parents, l'infirmière restait dans le salon et le psychiatre allait souvent dans la chambre avec l'adolescent. Et puis il y a ces effets paradoxaux qu'avait décrit une mère, c'est-à-dire l'ado était a priori opposé à la visite à domicile, mais en fait le jour J de la consultation, il avait tout rangé sa chambre. Voilà. Donc, mais je pense qu'effectivement les canaux perceptifs des cliniciens au domicile sont démultipliés par rapport à ce qui se passe dans le bureau. Et je pense que c'est justement la question de la confrontation, des impressions, le fait d'être en binôme semble vraiment essentiel. Outre le fait qu'il y en a un peu pour tout le monde, ça permet, je pense, de débriefer, parce que ça sollicite très fortement les cliniciens.
rentrer dans un habitat privé. Pour le coup, les résonances, enfin, chacun a des attitudes ou contre-attitudes plus ou moins marquées sur l'ordre, le désordre, le rangement, la décoration. Enfin, tout ça, c'est des choses qui influencent du coup beaucoup leur perception clinique. C'est vrai que moi, quand j'étais allée pour les entretiens, je pouvais pas m'empêcher de regarder partout et d'essayer d'analyser même. Tu étais à l'aise ou gênée d'aller chez les gens comme ça? Au départ, je savais pas trop où j'allais, donc forcément il y a un peu d'appréhension. Après, ça dépendait vraiment. Souvent, j'ai été assez vite à l'aise. T'étais reçue au salon? Oui. À chaque fois? À chaque fois. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça. À chaque fois. Même un ado qui avait fait une tarte aux pommes une fois. Et c'est celui qui avait rangé sa chambre. Et non, les parents, j'étais le moins à l'aise, c'est ceux qui étaient venus. Ceux qui étaient venus au CMP, pardon. Ah bon? Ouais. C'est des parents un peu défensifs, finalement? Ouais, et qui me mettaient beaucoup moins à l'aise, beaucoup plus difficile d'accès, ceux qui acceptaient qu'on vienne, ça... La question des entretiens de recherche à domicile, c'est vrai que ça questionne beaucoup. Et moi, j'avais mon papier avec mon cadre et il fallait absolument être bien assise sur la chaise et tout jusqu'au moment où la pizza est commandée et que voilà, il faut manger avec eux et qu'on se retrouve à être là. Bah oui, merci, mais après on se dit, bah voilà, on est humain. C'est une situation de vie aussi, de rencontre, où on va partager des choses et c'est leur moyen aussi de nous accueillir et d'accueillir l'entretien. Ouais, mais c'est vrai que ça questionne beaucoup. Et si tu arrives jusqu'à la pizza, c'est tout gagné. C'est gagné. J'en ai mangé des pizzas. Après, c'est peut-être culturel aussi. Mais c'est aussi symbolique. Je sais pas comment. Non, vrai. Ah oui, parfois c'était un pizza libanais aussi, mais là c'était plus la pizza. Parce que les entretiens duraient très longtemps. Et c'était. À la fin, je me disais, bon, je vais prendre à 14h, comme ça peut-être que je ne dînerai pas chez eux. mais oui, ça questionne beaucoup aussi sur le cadre de l'espace et du temps. Parce qu'on est chez eux, on ne veut pas déranger, en même temps ils sont là, ils préparent les choses. Et en même temps, dans ce contexte d'études d'un soin à domicile, c'était indispensable en tout cas de le proposer. Cette question ne se posait pas, quoi. Bah, surtout que je suis même étonnée que tu aies proposé qu'ils viennent au CMP, tu vois. Je serais presque questionné là-dessus, mais en même temps, je pense que c'était aussi... c'était sorti pas... en temps du repos. Oui, c'était pour pas forcer d'aller chez eux. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est une mère, la seule adolescente, je lui ai proposé les deux. L'adolescente était toujours repliée, elle refusait de venir au CMP. Et elle est venue, alors que j'ai reçu la mère au CMP, et elle est venue avec sa fille, qui est restée tout l'entretien. Et qui me disait que c'était insupportable pour elle, le CMP, que la salle d'attente était moche, que tout le... Elle est venue parler aux chercheurs, là, elle n'arrive pas à venir parler aux cliniciens. Bah, ça pose finalement... alors, il y a deux choses qui m'ont vraiment marqué dans ce que tu nous dis. La première, c'est que je ne m'attendais pas du tout à ce que tu parles de l'école. C'est-à-dire finalement, au début, quand tu m'as parlé de ton sujet, quand vous m'avez contacté, je lisais entre les lignes et du coup j'avais l'impression que vous alliez parler de refus scolaire anxieux. Et puis en fait, quand tu as précisé un petit peu, non, c'était vraiment le repli à domicile. Donc on imagine bien que quand on est replié à domicile, on ne va pas à l'école, mais que c'était pas ça le cœur du problème. Et en fait, tu nous as quasiment... J'exagère, mais c'est pour ça que j'étais un peu... je t'ai interrompu quand tu parlais... tu avais la diapo, en fait. Tu avais déjà passé ta diapo. Oui, c'était marqué « Le jeune ne prend pas de douche, etc. Ne se lave pas ». Et donc je me disais, tiens, on parle enfin d'autre chose que d'école. Et alors moi, je suis étonné de voir que finalement, ces parents, ce qui les inquiète et ce qui reste au cœur de leur discours, y compris après, c'est le fait que leur gamin n'est pas à l'école. Et tout le reste, finalement, c'est complètement annexe. Ah oui, puis il y en a une qui disait qu'elle a
Donc à un moment donné, vraiment, elle a dit à l'école stop, venez pas. Il faut les soins, il faut les soins. Mais dès qu'il a mis un pied, même 1 heure par semaine dans le collège, l'adolescent était suivi au CATTP. Elle a appelé le CATTP en disant il passe son brevet, il ne viendra plus. Ouais. Et bon, après, il a repris à l'école. Mais elle a arrêté les soins dès qu'il a mis le pied dans le collège et c'était de nouveau scolaire. Ça participe même d'un déni des troubles au début. Enfin, c'est impressionnant, hein, en fait. Il y a surtout les pères. Alors que dans une des études sur le refus scolaire, elle avait réussi à avoir 0 père. Moi, il y a les 3 pères que j'ai interrogés, ils parlent que du scolaire. Le repli, les mères un peu plus, enfin, de celles que j'ai. Mais parce qu'il y a justement un délai long entre les difficultés scolaires et le fait de pouvoir parler d'autre chose. Et seuls, ils n'arrivent pas à parler d'autre chose. Ils restent en boucle sur le fait que le scolaire ne se fait pas. C'est un peu l'impression que ça donne. Après, c'est vrai que dans la description du repli, moi j'aurais aimé que tu le mettes plus en avant, parce qu'il y avait quand même des choses. Et je trouve que là aussi, on a un matériau assez qu'on n'a pas beaucoup ailleurs. Enfin, on a des descriptions japonaises, quoi. On n'en a pas beaucoup des françaises. Sur, je sais pas, l'état de la chambre. Enfin, il y avait quand même quelques formulations qui nous auraient peut-être mieux nous représenter la question du repli. Mais après tout, c'est vrai que les parents ont parlé beaucoup de scolaire. Beaucoup du scolaire. Je me dis que c'est un peu dans tous les troubles de l'adolescence, c'est-à-dire que les parents vont être interpellés au début par le scolaire, par les résultats, par le fait qu'ils n'aillent pas à l'école, par l'absentéisme, par le comportement à l'école, l'insolence avec les profs. C'est ce qui vient un peu... Ouais, dans la question du scolaire, il y a aussi l'impact sur le futur. On ne l'a pas dit comme tel, mais c'est souvent ce qui fait qu'ils arrivent, pas à se décrocher de ça. Ouais, ça pose la question, effectivement, plus là, au-delà du soin et de la psychiatrie, de la place de la scolarité actuellement dans la tête des gens, quoi, et dans la société. Quoi. C'est tout scolaire, quoi, vraiment. Là. Et dès qu'il n'y a plus de scolarité, on n'imagine pas les choses. Alors qu'il y a énormément de façons de réussir sa vie autrement que par l'école. Mais ça, c'est pas pensable pour un certain nombre de parents. J'ai l'impression, pour l'immense majorité des parents. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'il y a beaucoup d'autres troubles ou des patients qui nous arrivent avec des parents qui s'inquiètent d'idées suicidaires, de scarification, de troubles alimentaires, de dépression, avec la tristesse. C'est la tristesse qui vient, qui apparaît, des troubles du sommeil. Et dans ces descriptions-là, on parle bien sûr que quand un ado est déprimé ou qu'il a un trouble alimentaire, il n'arrive plus à l'école, mais finalement, l'école, oui, ça fait partie, tu vois, de la description et des inquiétudes, mais c'est au milieu du reste. Tandis que là, on a l'impression qu'il n'y a que ça, alors que tu as un ado qui ne se lave pas, qui reste enfermé chez lui, qui ne voit plus personne, enfin quand même. Moi, je serais parent, j'aurais mon ado qui ne voit plus personne de la journée, et je m'inquiéterais peut-être encore davantage. C'est facile de parler comme ça dans ma position, mais... parce qu'en fait, du coup, j'ai fait pas mal d'accueils à la maison des ados de Bobigny, et du coup, j'ai fait une recherche sur les accueils téléphoniques qu'on reçoit, où j'avais... c'est-à-dire que je n'avais pas pris les diagnostics, parce que j'avais pris exactement les symptômes décrits par les parents, on la demande. Et ce qui était le plus transversal, en tout cas, c'était les troubles du comportement à l'école, les résultats scolaires. Donc c'était vraiment le truc qui revenait systématiquement à quasiment chaque demande. Donc c'est pour ça que peut-être que plus les partenaires ont plus tendance à nous, les infirmières scolaires, ont plus tendance à nous adresser des patients pour autre chose, mais voilà, l'impression que j'en ai comme ça, un peu sans analyse, sans rien. Mais, parce qu'en CMP, il n'y a pas que... Mais là, c'était vraiment dans ce cadre. Ça a peut-être été dit. Est-ce qu'à la fin de l'entretien, ils arrivaient quand même à descocher à un moment donné qu'il y a une problématique scolaire scolaire Pas tous. Non, il y avait tous. Il y a certains
qui revenaient D'accord. en boucle. Et d'autres, non. D'autres arrivaient complètement à dire qu'au début, ça les avait aveuglés et qu'après, la situation s'était tellement dégradée qu'il y en a plusieurs qui n'étaient toujours pas scolarisés. Mais la mère disait, il est allé chez ses grands-parents en transport, la vie est belle, quoi. Et il y en a une qui avait dit finalement, en gros, hein, le processus de maturation qui a permis le suivi, ça sera un gain de temps dans la vie, même si il a perdu un peu de temps au niveau de la scolarité. Il y en a une qui a formulé un truc comme ça qui était assez intéressant. Que si l'ado était resté à petit écouter soldat, passivement les cours, il n'aurait jamais rien fait de sa vie, et que là, le fait d'avoir passé 2 ans à rien faire, ça l'avait bougé un peu, et qu'il avait rattrapé le temps perdu en trouvant une voie professionnelle. Ouais, du côté de l'individuation, quoi, il s'était trouvé, et que d'une certaine façon, ça le gagnait, quoi. Je trouve qu'on est quand même dans une troisième évolution de la perception de la psychiatrie, du diagnostic psychiatrique. Hein, parce qu'avant, on disait ces enfants-là, ils sont névrosés ou des choses comme ça. Actuellement, on dit encore quand même beaucoup. Il est délirant, il est inhibé, il est faux. Enfin, il a des angoisses. Bon, bref. Et demain, on va dire, il a une phobie scolaire. Donc, on va définir les choses par le handicap social, la conduite. Mais même, c'est plus que ça. C'est même des conséquences en termes le handicap, quoi. Vraiment, on n'est plus du tout dans un syndrome ni des symptômes, mais plutôt vraiment au-delà de ça, hein, dans le trouble, retrait, comment ça s'appelle? La phobie scolaire, le refus scolaire anxieux. Voilà, s'il y a encore anxieux, mais je pense qu'à un moment donné, l'anxieux va sauter. On va être dans refus scolaire, on va être plus du tout dans quelque chose de psychiatrique. On pourrait dire repli au domicile dépressif, mais non, on dit pas. D'ailleurs, tu dis, à un moment, tu t'aventures sur la question du diagnostic en disant c'était dépressif, mais c'était pas perdu comme tel. Ils sont pas tous dépressifs. Non, Ouais. c'est que tous. Le désintérêt, difficile pas forcément de dire en général si c'est dépressif, narcissique ou psychotique, quoi. Enfin, Surtout qu'ils n'étaient pas tous dépressifs. donc, je ne sais pas s'il faut en parler comme tel. Ok. Cette évolution que tu notes d'un diagnostic névrosé vers un refus scolaire anxieux est négative. Pas forcément. Il n'y a pas de jugement. Non, c'est un constat. Il n'y a pas de jugement. Non, c'est une évolution actuelle. Là, de plus en plus, on est poussé à faire ça, quoi. Pour un certain nombre de choses, hein, le diagnostic. Là, cet exemple, je trouve, est marquant. On parlait de névrose phobique, de phobie scolaire. C'était vraiment quelque chose de la névrose, donc, complètement théorisé. On est passé à quelque chose de... Actuellement, il y a quand même l'anxiété, donc on est dans quelque chose de symptomatique, de description symptomatique, la phobie scolaire, le refus scolaire anxieux, il y a le terme anxieux. Est-ce qu'à un moment donné, le anxieux ne va pas sauter, on va être uniquement dans la conséquence en termes de handicap, de fonctionnement, et plus du tout ni dans un symptôme médical, ni dans un syndrome qui est beaucoup théorisé, quoi. Et il y a l'idée de plus grande acceptabilité sociale de cette nouvelle étiquette? Alors peut-être. Je sais pas. C'est un constat que j'ai fait là où, en écoutant son exposé. Je sais pas comment le percevoir. Peut-être effectivement. En parlant, enfin, par rapport au refus scolaire anxieux. Il y a un mouvement assez fort actuellement en France là, pour supprimer tous les liens avec l'angoisse de séparation. Hein, finalement, pour les psychiatres, beaucoup, jusqu'à présent, c'était des difficultés de séparation. Et là, il y a un mouvement notamment porté par les parents, les associations
associations de parents, etc., qui refuse d'entendre ça. Et dès qu'il y a un psychiatre qui dit le mot de séparation, il est banni des ondes. Hein. C'est un peu exagéré ce que je dis, mais donc voilà, effectivement, il y a probablement des choses qui sont plus acceptables sur un plan de représentation sociétale et qu'on essaye de supprimer. Pourquoi pas ? Peut-être que c'est pas dans l'angoisse de séparation. Moi, je sais pas. Pour le coup, j'ai pas beaucoup planché dessus. C'est pas mathématique, hein, donc je peux pas le dire. Tu avais tendance à dire un peu l'inverse dans ton propos et que finalement il parlait pas du tout d'angoisse de séparation. Il parlait pas d'angoisse de séparation. Après, est-ce qu'il y en avait ou pas Et tu as quand même, dans une diapo, parlé de séparation, et que finalement, c'est quand tu parles de Georges Weyer, hein, et que finalement, on en arrive à séparer, et que c'est ça qui fonctionne. Après coup. Après, est-ce qu'avant, il y avait angoisse de séparation ? Il le disait pas. Ouais. J'ai pas posé la question non plus. Moi, je me demandais si vous aviez imaginé faire des thérapies familiales déjà à la maison. Ah, c'est une idée. Ouais, mais en fait, ils sont vachement en difficulté pour élaborer. Ils sont à peine demandeurs. Je pense que c'est pour ça qu'ils parlent tellement du scolaire. C'est une surface de projection. Et tout le reste est quand même difficile à mobiliser. Je pense que ça a beaucoup frappé Julie. Pourquoi c'était si difficile de parler de famille, de fratrie, de dysfonctionnement familial. Je pense qu'on s'attendait à avoir un matériel justement familial beaucoup plus. Ça faut que tu le dises. C'est important ça, je pense. Ouais, je pense que tu peux le mettre aussi dans tes diapos, c'est un moment dans ta thèse. J'ai écrit. Et puis, alors là, il faudrait demander aux cliniciens comment ils percevaient ces familles. Et du peu qu'ils m'en ont dit, c'est des familles en grande précarité quand même psychique, qui n'auraient pas forcément les capacités à eux seuls, je pense, à mener ce travail. D'où peut-être l'intérêt du multifamilial en fait. Et ça marcherait sûrement presque mieux. Également de par la valence un peu traumatique quand même. Dans chaque entretien, c'est toujours les mêmes mots, c'est un peu des mots valises, c'est des mots très denses, qui sont très peu déliés finalement. Et puis justement, donc le scolaire vient un peu faire l'écran à tout ça. Moi je pense qu'il y aurait souvent un intérêt à mettre ces familles. Alors le problème du groupe de parole, c'est qu'on voit bien qu'ils ont besoin d'une très forte contenance et que c'est trop lâche. Leurs paroles se perdraient. Donc peut-être une vraie thérapie familiale ou multifamiliale, mais il faudrait, pour répondre je pense à la question, il faudrait interroger les cliniciens sur ce qu'ils ont perçu des fonctionnements familiaux. J'ai été marquée par une famille surtout où la mère m'avait donné rendez-vous de façon à ce que je ne croise pas son mari. Et manque de bol, ça a duré très longtemps et le mari est rentré. Et l'adolescent venait de partir juste avant, enfin une demi-heure avant que le père rentre, l'adolescent s'en va, le père rentre et finalement participe à l'entretien. Et je me suis retrouvée du coup à faire tiers entre les deux et le père a pu dire qu'en fait il était très angoissé par la situation. Et la mère à la fin a dit on n'a jamais eu cette discussion-là et en fait la mère s'arrangeait pour pas que le père soit présent et que le père ne cherchait pas à être présent. Et en fait, il suffisait de pas grand-chose que moi je restais dans la position de je vous interroge, pas je cherche à vous faire avancer. Et ils l'ont fait tout seul. Ouais. Ça se fait ça, des thérapies familiales au domicile ? Ben, je sais pas, non. Mais ça serait un modèle à inventer. Et tu as évoqué les enjeux d'alliance entre les parents. Là. Oui. Je trouve ça assez intéressant. Et c'est plusieurs parents qui ont dit ça. Ouais. Ils sollicitaient pas de peur que ça se casse. Et tu penses que c'est quelque chose qui est... C'est juste une perception, hein, j'imagine que... Mais tu penses que c'est des choses qui sont là avant et qui sont la conséquence du repli? Souvent, les ados avaient déjà eu des suivis avant qu'ils soient repliés qui ne tenaient pas, la plupart. Et les parents
disait avoir sollicité plusieurs fois en disant tu veux pas y retourner. Tu sais, les enjeux d'alliance entre les parents. Hein. Quand je dis alliance, excuse-moi, je précise un petit peu, c'est-à-dire, tu as dit que les parents n'étaient pas du tout d'accord sur la pas du manière tout de d'accord faire. sur la manière de... Donc j'imagine qu'il peut y avoir des choses, l'ado va avec l'un, puis avec l'autre, etc. Accentué par le repli, Ouais. mais à chaque fois ils disent on n'a pas les mêmes façons de voir les choses, et là ça explose avec la conduite du repli, mais oui, à la base ils sont déjà pas d'accord. Plusieurs ils ont dit notre aîné il était sage et du coup ça n'a pas posé problème, mais là lui ça pose problème. Je pense que c'est une vraie question à se poser dessus. On soigne beaucoup, j'embraye sur les troubles alimentaires, on soigne beaucoup les familles, et en même temps on constate, alors est-ce que c'est exacerbé, mais il y a énormément de symptômes relationnels familiaux qui sont la conséquence du trouble alimentaire, tu vois, en tout cas qui sont révélés, mais révélés au sens qu'ils n'existaient pas avant. Alors peut-être qu'ils existaient, mais qu'on ne les voyait pas et que ça ne posait pas de soucis. Ça tient. Et que ça tenait. En tout cas, voilà, il y a vraiment des choses qui sont la conséquence de l'apparition des troubles alimentaires. Ça façonne une famille, un trouble comme ça alimentaire. Et le repli aussi, je pense. Dans des choses sûrement pathogènes. Enfin, c'est facile à dire. On pointe moi, ce qui m'a aussi marqué, c'est que quand je posais les questions de la fratrie, comment ils avaient vécu quand même tout ça, les parents étaient incapables de dire comment allait la fratrie, quoi. Ils existaient plus, vraiment, il n'y a plus que l'ado qui sort plus de chez lui, quoi. Le reste, et les conflits qui en découlent. Le roi. On voit la balance un peu omnipotente du repli narcissique, quand même. C'est particulier. Ouais, ça t'a vachement étonné qu'il ne soit pas plus sur l'action de la dynamique familiale. J'ai une ado comme ça que j'ai vue récemment. Elle a passé 1 heure à ne pas me raconter toute l'histoire de son frère. Et en fait, elle m'explique, elle est refus scolaire à la maison toute la journée, depuis pas très longtemps, ça fait 1 mois ou 2. C'est assez récent. Et tout va bien, et la mère dit tout va bien, aucune conséquence. Et puis finalement, j'interroge les antécédents du papa, qui n'était pas là, qui n'était pas présent. Ah ben le papa, il est déprimé, il est en arrêt maladie pour dépression. Ah bon? Depuis quand? Depuis 1 mois et demi. Et en fait, il s'est arrêté parce qu'il n'a pas supporté que sa fille reste à la maison. Bon. Je continue l'interrogatoire, elle me parle si j'ai des noirs, bref, il y avait un cortège de symptômes. J'avais posé la question de ton frère, il va bien? Ouais, tout va bien. Bon. Et puis, juste au moment de conclure, la mère me dit, il y a quand même un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que le petit frère, l'an dernier, il a fait exactement la même chose. il a refusé d'aller à l'école. Et 15 jours après, le père, il était en arrêt maladie pour dépression. Et quand même, effectivement, et tu vois, elle me disait, tout va bien, le frère, il n'y avait aucun souci, quoi. Et tu vois bien comment la dynamique familiale est hyper impactée par ça, quoi. Sans qu'il puisse le dire, même le percevoir. Oui, non, mais ça me fait penser à une autre situation d'une jeune fille que j'ai vue au CMP de Versailles. Et en fait, elle avait deux sœurs aînées, une qui avait un trouble alimentaire et l'autre une grave dépression. Et elle a subi des agressions sexuelles pendant 2 mois d'affilée, où elle n'a pas osé le dire, et c'est juste au moment où ses sœurs allaient mieux qu'elle a révélé ça à ses parents. Et que ça prend tellement d'espace pour elle. Maintenant, c'est insupportable, mais ça fait 3 ans. Et elle a attendu 3 ans pour révéler ça, pour attendre que ses sœurs aillent mieux, une allait à la fac, l'autre... Mais c'est peut-être une des hypothèses sur le fait qu'il parle très peu de la fratrie. Peut-être que la fratrie, comme les fratries d'enfants malades, se met en mode veilleuse, on ne fait pas de bruit, on ne pose pas de problème, parce qu'il y a l'enfant désigné dans la famille. Voilà, il y a un papa qui disait qu'il lui, il n'avait pas vu l'isolement social, parce que de toute façon, aucun de leurs enfants, il y avait 3 enfants,
aucun de leurs enfants ne sortait, donc en fait, bon, bah, ils ne l'avaient pas vu. Et puis ils disaient, voilà, non, c'est normal que mes enfants ne sortent pas. Ça aurait été intéressant aussi d'interroger le style social de la famille. Est-ce que c'est des familles qui reçoivent? Moi, je sais que c'est arrivé à une de mes consultations là récemment. Je sais une ado en plutôt borderline qui fait des choses vraiment compliquées. Mais finalement, pour la première fois, on a réussi à parler de la famille et des parents et du mode et du fait, parce qu'en gros, il la boucle à la maison en ce moment. Et s'est fait virer d'un lieu. Et donc, ceux qui ne veulent pas sortir, voilà. d'accord, ceux qui veulent Elle est sortir. bouclée à la maison par les parents qui se relaient, qui font du télétravail, tellement sinon elle fugue à son manger. Et d'un seul coup, on s'est mis à parler, mais si effectivement la laisser sortir, c'est la laisser se mettre en danger très vite, parce que quand même en ce moment, je ne sais pas, on peut aussi inviter du monde à la maison, ou vous, est-ce que vous invitez? Alors là, on s'aperçoit qu'en fait, c'est une famille déprimée socialement, en fait. Et on a justement l'ado qui, elle, voilà, va faire des frasques, etc. Je trouvais ça vachement intéressant. Le style social familial révèle aussi beaucoup. Ça aurait été intéressant chez ces familles de voir est-ce que vous invitez, est-ce que vous invitez pas, et comment aussi le repli insidieux finalement sur une famille qui, je sais pas moi, ne reçoit pas, ça se voit moins que, je sais pas, s'il y a un dîner tous les samedis, puis que l'ado, enfin je sais pas, il y a des tas de choses. Quand il y avait des couples encore à la maison, la plupart sortaient, mais il y avait aussi beaucoup de... C'est mon portable. D'accord. Il y avait aussi pas mal de mères seules avec leur fils et qui se repliaient avec leur fils. Oui, alors, il y en a qui décrivent, je ne sais pas, ça vaut peut-être le coup de le mettre aussi, cette sorte de symbiose qui se met en place avec le repli. Non, il y en a qui avaient un peu arrêté les trucs. Il y en a une... Alors justement, celle qui dit qu'elle porte tout, en fait, elle fait tout à sa place. Et il y avait d'autres descriptions de ce style, non? Oui, il y en a plusieurs. Et une autre qui disait, c'est quand il va mieux. Je sais pas, dans la discussion, du côté de la... On n'a pas exploré l'anxiété de séparation, donc c'est difficile. Justement, on en a parlé parce que dans une des thèses, c'est exploré visiblement, donc elle en parle, elle dit il y a de l'anxiété ou il n'y a pas de l'anxiété. Nous, on ne l'a pas exploré, donc c'est difficile de dire qu'il n'y en avait pas. Voilà, ça n'a juste pas été vraiment exploré. Par contre, parler de l'effet du repli sur l'impasse de la différenciation, enfin, d'une certaine façon, ce serait assez intéressant. Ça nous sortirait un peu effectivement de la question du scolaire. Et ça pourrait se retrouver ensuite dans la discussion qu'on a sur le cadre, c'est-à-dire oui, donner de la place aux parents, mais quand même c'est des parents qui veulent une place qui est justement peut-être celle de l'ado, et peut-être si les suivis ont été opérants, c'est parce qu'effectivement on a une équipe qui est allée franco vers l'ado. Alors évidemment les parents ont ce vécu d'être un peu sur le bas-côté, tout en le respectant, bon bref. Mais ça permettrait d'en discuter en amont de la discussion sur le suivi, l'effet du repli sur l'arrêt en gros du processus de différenciation parents-enfants. On pourrait retrouver j'ai tout fait avec lui, je lui ai fait ses devoirs du CNED, j'ai arrêté de sortir pour rester avec lui, tous ces trucs-là. Pertinent. Se mettre en arrêt maladie. Ouais, s'il y a des choses. Il n'y en a aucun qui s'est mis en arrêt maladie. Non. Oui, alors paradoxalement, c'est vrai que c'est des parents qui bossent. Ils étaient à peine là aux entretiens au BAD. C'était rare la plupart venaient à la première. Il y a une paradoxalité, c'est qu'ils se plaignent de ne pas être impliqués, mais ils ne s'impliquent pas. Mais et nous, la question, c'est comment les impliquer sans voler la vedette aux ados. En fait, il faut venir le dimanche. Et pour manger de la pizza. Et manger de la pizza. Mais là, en termes de coût pour le service, heure sup du dimanche, à deux. Forfait pizza. Et il y a une grosse littérature sur les visites à domicile, chez l'ado. Chez l'ado, pas beaucoup. Pas beaucoup. Il y a en gros Garcin et Torchman qui ont écrit sur les visites à domicile chez l'adolescent en France. Ouais. Et à l'étranger, à l'international, il y a... Pas beaucoup. Et alors par exemple au Japon, c'est juste
interdit d'aller Ouais. au domicile de Bah oui, quelqu'un. c'est Enfin, intéressant on de est voir un peu vraiment comment- vécu comme des gens extrêmement intrusifs à faire ça. Non, c'est les Américains, par exemple, ils allaient à domicile. Ouais, je sais pas, on pourrait regarder J'ai un peu pas la regardé. littérature américaine sur la mobilité. On peut imaginer que les pays du Nord vont plus facilement que les Américains ou que les Japonais, effectivement. Alors, les Américains, à mon avis, ça leur pose aucun problème. Ouais, je sais pas. Ouais. À Je voir. sais pas, tu vois, j'avais un a priori comme ça en me Ouais, disant, moi, non, je les dirais que Américains. ça leur pose pas de problème. Ouais, on pourra regarder ça. sais pas. Et justement, j'ai traduit le résumé en anglais. Qu'est-ce Mais que j'ai j'avais mis fait- pour mobilité? Home visiting, un truc comme Ouais. ça. Je sais pas s'il y a un terme, j'ai pas regardé encore. Un terme plus technique. Sur le repli, On tapera j'avais sur pas trouvé. PubMed Ouais, je sais pas. avec les mots-clés de mon résumé. Pour Ouais. voir. J'avoue, je sais pas. Michel, tu voulais dire Je voulais Vas-y, juste, je t'en prie. dire un truc Oui, je suis là, je vous écoute. par D'accord. rapport à... J'ai trouvé intéressant dans la méthode de mettre la partie revue de la littérature après, parce qu'en fait, j'ai assisté à une soutenance de thèse en psycho où un des membres du jury avait un peu critiqué le fait qu'on fasse une théorie avant, alors qu'on prône le bracketing et la mise en parenthèse des théories en utilisant la théorie ancrée ou l'IPA. Et j'ai trouvé ça intéressant et je me demandais dans quelle mesure on pouvait faire C'était une thèse de quoi? en psycho. En psycho? J'ai pas compris la C'était- problématique étant. En fait, par rapport à la théorie ancrée et à l'IPA, où on préconise de mettre entre parenthèses nos connaissances théoriques ou nos a priori. Et quand on fait une thèse en sciences, on demande une partie théorique avant les résultats, et ça paraît incohérent ou avec la méthodologie qu'on utilise. En tout cas, c'était la remarque qui avait été dite. Ça, c'est quand tu fais de la théorie ancrée. Oui. Quand tu fais de l'IPA, tu peux quand même être un peu plus souple avec ça. Oui. C'était une thèse qui avait, ouais. ils avaient utilisé la théorie. Ensuite, ancrée. quand tu fais des thèses en sciences médicales, on va dire, en sens large, et en psycho, je pense qu'on peut l'inclure en général, ça surprend plutôt quand tu mets la Oui. littérature. Pour le coup, moi, pour ma thèse de médecine, c'était pour mon master, je sais plus, bref, peu importe, j'avais fait la revue de la littérature et je l'avais mis dans la partie résultats. Avant mes résultats, mais tu vois, j'avais fait, Ah oui, parce que j'avais fait introduction, méthodo, résultats, revue de la littérature, résultats de l'analyse thématique, puis discussion. Et ça avait surpris et heurté certains. Oui, oui, je pense. Mais voilà, après, ils m'avaient tous fait la remarque en disant oui, effectivement, en lisant ta méthode, on comprend, mais au début, on est vraiment surpris de voir quand même la revue de littérature après. Donc, c'est pas une faute. Dans l'absolu, tu peux le faire et c'est très bien de le faire. Oui, parce que là, elle le fait à la fin. Oui, c'est ça. Et j'ai trouvé discussion, ça ouais. intéressant par rapport à cette remarque-là. Et je me suis dit, ah oui. Alors, c'est vrai que Julie est aussi très contrainte par son format de thèse. C'est assez Oui. impressionnant. Hein. 50 pages Elle a maximum. 50 pages, C'est une donc thèse elle a été obligée de Médecine. d'élaguer énormément. Donc il y avait un effet d'efficacité aussi, je pense, de mettre la comparaison dans la discussion. Oui. L'intérêt, c'est que tu vas pouvoir le publier immédiatement, quoi. Il sera déjà au Il serait format. déjà complètement condensé. Ah, mais c'est ça, hein, c'est Mais l'objectif. c'est ça hein. qu'ils veulent. C'est Ah, l'objectif. c'est sûrement ce qu'ils veulent. Ah On oui. donne un article. C'est frustrant quand tu as envie de raconter toute la littérature. Mais c'est bien aussi pour les juges qui n'ont plus besoin de lire. Enfin, les juges. Moi, j'avais une question Ouais, méthodologique à poser au groupe, parce que donc, justement, on s'est retrouvé avec un corpus des tas de codes, des tas de thèmes, tout ça, et pour savoir comment faire entrer ça dans 50 pages, à un moment donné, c'était un peu, j'ai dit, tu fermes tout, et puis tu vois ce qui te reste, quoi. Du coup, ça donne un truc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, très chronologique. Est-ce que ça vous a choqué ou pas? Moi, c'est une des questions que je me suis posée, du coup. Les thèmes s'emboîtent comme ils se sont emboîtés dans les entretiens.
parce que toi, je pense que voilà, dans ton esprit de chercheur, c'est aussi cette progression que tu as retenue. Voilà, juste voilà, en termes de méthodologie, du coup, parce que moi, j'ai pas beaucoup d'expérience. Non, il y a pas moi je crois qu'il n'y a pas de bonne façon de faire. Vous avez choisi de le raconter comme ça, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. En tout cas, c'est cohérent. On suit, on arrive à suivre. Je pense qu'il y a ça inclut la notion effectivement de processus qui passe dans le temps, hein, parce que c'est une réalité. La question du temps, elle est extrêmement importante dans ces pathologies-là. Hein. Les parents le disent, hein, on le dit dès le départ aux parents. Et donc c'est bien de l'avoir fait apparaître quelque part. Alors vous ne l'avez pas fait apparaître comme une thématique, mais du coup vous l'avez fait apparaître en décrivant le processus comme ça. Parce que c'est pas uniquement l'ordre des entretiens, c'est aussi l'ordre de l'histoire. Oui, plus de l'histoire. Et il y a aussi, du fait des 50 pages, il y a tout le discours des ados que j'ai pas du tout inclus. Je sais pas si c'est un biais, Qu'est-ce que tu appelles le discours des ados? Parce que j'ai quand même vu 4 ados sur 7, sur cette famille. Ouais. Et du coup, tout ce qui était dit par l'ado, j'ai choisi de ne pas le mettre dans les J'ai pas fait gaffe si tu l'avais mis dans tes participants. C'est les parents les participants. C'est les parents les participants. C'est les parents les participants. Donc, j'ai dit lesquels étaient présents et lesquels n'étaient pas, mais j'ai pas... C'est aussi pour ça que tu les as pas inclus, parce que tu t'étais dit que tu t'intéressais aux Ouais. Garde une slide ou des idées dans ta tête, parce que si on te pose la question en thèse. Effectivement, là, ceux que tu voulais interroger, c'est les parents, donc tu vas... Voilà. Et juste, je me suis demandé pourquoi tu mets E4 plus E5 du coup alors? Parce que c'est les 2 parents de cette Et c'est un seul entretien? Oui. Je À les ai vus ensemble, mais je les ai analysés séparément. La personne 4 et la personne 5. Parce que moi aussi, je fais des entretiens avec des parents. Tu as divisé, c'est-à-dire que tu as analysé ce que le parent dit, la mère dit et ce que le père dit indépendamment. Oui, parce qu'en fait, 4-5, c'était les parents qui avaient 2 versions complètement différentes et j'ai pas réussi, en analysant, à faire un truc commun. Du coup, je les ai séparés et du coup, j'ai fait pareil pour le couple d'après. Parce qu'il n'y a rien de commun dans leur discours. Moi, je fais comme un entretien. Parce que les 2 sont possibles. Donc 2 sont possibles si ça te semble cohérent de faire comme ça. Ouais, donc il manque peut-être dans les diapos juste de dire que la CNIL, ça faut le mettre, pas forcément les diapos. Bon, dans le diapo de la thèse. Ça par contre c'est des résultats. Tu l'as mis dans la méthode là, et après t'es parti. Oui, et en plus j'ai écrit résultat en haut et oui, je me suis plantée. Ouais. C'est juste, c'est vrai pour le quanti comme pour le quali. Description de la population. Donc, voilà. Ok, Michel, tu veux réagir ou Oui, j'ai un commentaire. Bravo pour ce travail. J'ai écouté votre discussion finalement qui était plus une discussion, j'ai l'impression que clinique que réellement une discussion de recherche, même si vous avez redit quelques points. Non, merci d'avoir soulevé finalement aussi la question de la description de la population, là, qui effectivement doit d'abord figurer dans la partie résultat. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que tu as l'âge moyen et des choses un tout petit peu qui permettent de se faire une idée approximative, en tout cas, parce que c'est de jeunes ados, des âges plus âgés. C'est des... Ça figure peut-être dans ta thèse, mais ça figure pas dans le non, c'est vrai que ça figure pas non plus dans la thèse. Mais t'as pas fait la moyenne d'âge? La moyenne d'âge, non, mais ils avaient plutôt 15-18. c'est vrai qu'il faudrait que je pourrais l'écrire, je peux le, je vais le mettre. Que tu décrives un tout petit peu c'est plus pas la même la chose des situation. jeunes ados, des grands adolescents, notamment par rapport à la question de la scolarité qui est du coup obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc, on n'est pas dans des cas de figure. Et puis des choses toutes simples sur la situation familiale, tu vois, le nombre de frères et sœurs, si les parents sont ensemble ou séparés, des choses comme ça. Okay. Des choses toutes simples pour qu'on comprenne, qu'on figure un tout petit peu le contexte. Ouais. Par rapport à une question que vous avez soulevée, celle des verbatims, je pense que en fait, il faut bien définir sa question de recherche dès le départ. C'est-à-dire que
finalement, alors à moins qu'on soit vraiment très... Là, j'ai passé 4 heures avec des gens qui font de la grounded theory et du coup, qui eux partent vraiment sans a priori, qui vont construire leurs questions de recherche au fur et à mesure de l'analyse des textes. Mais sinon, pour l'IPA, je vois de plus en plus que bien cibler la question de recherche en amont, d'être sur quelque chose de relativement précis. Et souvent, la question qui touche juste au vécu, finalement, elle est, à moins d'être articulée derrière par rapport à une idée, comme tu le fais toi d'ailleurs, sur le dispositif de soins, et finalement une sorte d'évaluation qualitative du dispositif de soins à travers le regard des parents. Sinon, on retombe sur des trucs qui sont archi plats. Enfin, j'ai vu quelques présentations aussi de travaux qui étaient des travaux d'IPA et que je trouvais un petit peu, au bout d'un moment, l'impression. Le problème, c'est que, je ne sais pas si toi aussi, Jonathan, tu as cette impression, mais quand tu as fait écouter plusieurs travaux d'IPA, et au bout d'un moment, tu as l'impression que les gens ils trouvent la même chose sur des sujets complètement différents. Et je suis venu à la conclusion que c'est souvent parce que la question de recherche, elle n'est pas assez incisive. Mais vraiment, ce n'était pas le cas de ton travail. Il y a juste une question que je me posais dans ta présentation. À un moment donné, tu évoques comme objectif les limites. Si je reviens sur la diapo, la diapo problématique. Ouais. Donc, quelles sont les limites des visites à domicile avec l'idée d'améliorer le dispositif? Du coup, je trouvais que dans la partie conclusion et sur la fin, c'était quelque chose qui ressortissait peut-être un tout petit peu moins. Enfin, moi, j'ai beaucoup entendu finalement les intérêts qu'il pouvait y avoir, mais bon, après, je n'ai peut-être pas tout bien entendu ce que tu voulais dire sur les limites. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que... Parce que tu mets comme objectif et finalement on se dit, mais ok, alors ça a l'air super, mais alors... Ouais, bah, c'est vrai que c'était plus sur le fait de revoir le cadre peut-être un peu plus strict des choses, mais je le décris pas comme tel. Enfin, Parce que dans les biais classiques de la recherche, on imagine quelqu'un qui travaille dans un dispositif qui fait de l'accompagnement, enfin, qui va au domicile des adolescents, naturellement, la tendance va être à vouloir justifier l'intérêt de ce dispositif. Hein. Mais il faut juste, c'est pas un problème, il faut juste en être un tout petit peu conscient et pouvoir le mettre comme limite potentielle au travail. C'est que c'est sûr que finalement, étant engagé auprès d'une équipe qui considère que cette démarche a du sens, ça serait plus étonnant si finalement tu te retrouvais à dégommer le dispositif en disant finalement on se rend compte que l'hospitalisation c'est bien mieux. Mais du coup, mais du coup c'est juste à prendre en compte comme des a priori de recherche, mais aussi lié à ta position qui est un tout petit peu entre le chercheur et puis le clinicien. Ouais. Et les limites, elle en parle quand même. Les thérapies. Non, mais c'est vrai que les limites, j'ai l'impression qu'elle en parle sans les nommer. Parce que quand elle dit qu'il manque un espace pour les parents, quand elle dit qu'il faudra peut-être de la thérapie familiale ou multifamiliale pour permettre que s'élaborent des vécus, c'est une façon de dire qu'en soi, le dispositif, il ne suffit pas. Peut-être que la formule... Je ne le dis pas comme tel, Juste, mais je trouve que ça vient, en fait, le principe de la recherche qualitative, c'est qu'initialement, ça vient s'ancrer dans ce qui est dit, rapporté par les parents. Alors il y a peut-être dans la dimension interprétative, qui fait que l'IPA, on interprète, mais on ne sait pas trop si c'est l'interprétation du vécu des parents ou si c'est l'interprétation de l'expérience vécue par le clinicien qui lui-même était confronté à cette situation. Vous voyez, c'est deux points de vue différents. Est-ce que finalement, ici, je fais part de mon expérience subjective de quelqu'un qui a participé à ce dispositif, ce que j'ai beaucoup entendu, et ce que vous avez d'ailleurs beaucoup questionné sur alors comment ça se passe, qu'est-ce qu'on voit, hein, mais finalement, si on revient au centre de la recherche elle porte sur vraiment les parents. Alors après, l'IPA, elle a cet avantage de permettre finalement, à travers sa propre subjectivité, saisir quelque chose de la subjectivité des autres. Mais je trouve qu'il y a quelque chose aussi un tout petit peu d'entremêlé entre finalement la vision du clinicien et celle qui serait du chercheur, même si j'entends bien que c'est la même personne, mais on n'est pas complètement clivé.
Et je me demandais juste les thérapies multifamiliales, le dispositif de thérapie multifamiliale, si c'est quelque chose justement qui vient plutôt dans la suite des réflexions théorico-cliniques comme une sorte de perspective de réponse aux limites éventuelles du dispositif, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà perçu dans ce que pouvait être dit par les parents dans l'attente qu'ils avaient du dispositif en lui-même? Non, c'est vraiment une piste pour après, dans les perspectives de soins ultérieurs. Donc peut-être on peut les présenter du côté limite et perspective. Ça articulerait mieux avec les résultats. Ouais, je suis d'accord. Pour gagner en clarté. Oui, c'est vrai qui tombe du ciel. Moi, je pinaille un tout petit peu, mais c'est vraiment c'est très bien, c'est très clair, c'est très bien structuré. On voit bien un tout petit peu le déroulé logique. Après, sur la partie... bon, il y a peut-être une chose aussi qui est de bon ton, mais bon, probablement que tu l'as mis dans ta thèse, donc c'est de donner la grille d'entretien, enfin le guide d'entretien, pour davantage expliciter, je ne sais pas qui fait partie de ton jury, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas la démarche qualitative, mais bon, enfin... Ça peut être sympa de voir la grille, une diapo grille d'entretien. Dans les diapos? Ouais, je pense. Je l'avais enlevé, je l'avais mis initialement, et en fait je l'ai enlevé parce que du coup ça fait une diapo énorme. Non, c'est vrai. Ils ont qu'à lire la thèse. Ils vont la lire. Elle fait que 50 pages. 50 pages. Ou les thèmes que non, mais pour un exemple... Oui, je vois ce que tu veux dire. L'entretien, c'était pas non plus 50 questions. Non. 4. Non, des grands thèmes que tu cherchais à explorer un tout petit peu pour que on arrive comme si c'était un tout petit peu le chaînon de mon camp, de se dire, voilà les questions, mais finalement, comment est-ce qu'elle a réussi à pêcher ces informations, ou en tout cas à obtenir un discours. Alors après, voilà, ça c'est la frustration de ne pas avoir l'ensemble de la thèse pour pouvoir ça, mais bon, pour le jury, c'est peut-être moins, c'est moins problématique si on peut le voir. Je veux juste revenir sur ce que tu disais par rapport aux limites du dispositif. Il y a un truc, c'est que Julie, du coup, elle n'a pas participé aux consultations, donc elle a quand même un regard extérieur. Donc c'est pas ses propres. Je pense pas que ce soit tes propres représentations de clinicienne du dispositif là que tu as. J'imagine que tu pars quand même de choses qui ont été dites par les parents sur la mise à l'écart du soin, des choses comme ça. Ça c'est les parents qui le disent. Oui, ça c'est eux qui le disent. Donc après effectivement il y a la part d'interprétation qui est de dire il faut leur laisser un espace, et du coup la proposition c'est pourquoi pas faire du multifamilial, et ça c'est vrai. Mais c'est vrai que moi du côté du soin je sais pas comment c'est passé. En fait, dans la tête il y a faire du bifocal, penser le bifocal et penser le multifamilial, pourquoi pas, enfin en tout cas. Après, est-ce que c'est pertinent dans les situations où moi les parents m'ont dit on voulait... Est-ce qu'ils n'ont pas été aussi mis à l'écart parce qu'il fallait les différencier de l'ado? On peut entendre ce qu'ils disent pour je suis partie de ce qu'ils disent. Moi je suis partie de ce qu'ils disent. Après d'expérience, est-ce qu'il y a beaucoup de parents qui refusent, parce que là est-ce qu'il y a des parents qui refusent justement, parce qu'on imagine que finalement dans ceux que tu as entendus, c'est ceux qui ont accepté qu'il y ait des gens qui viennent chez eux, et juste pour avoir une proportion, je sais pas si ça cesse. J'ai pas la proportion, mais je m'attendais à ce qu'il y en ait quand même pas mal qui refusent, et en fait en regardant, je crois qu'il y en a quasiment pas. Qui refusent le soin ou qui refusent la recherche? Non, je pensais pas tant la recherche, mais la venue. La venue en soins à domicile. Je pense qu'ils n'ont pas de refus, tu parles? Non, je pense pas. Non. On leur redemandera, mais je pense pas. J'avais demandé au tout début, et il me semblait pas qu'il y avait des parents qui avaient refusé. Et la recherche, il n'y a qu'une seule famille qui a refusé. Bon. Et sinon, sur le déroulé un petit peu méthodologique, toi, il y a des choses qui t'avaient posé problème, juste maintenant peut-être. Alors, je sais pas, le problème c'est que comme je ne vous vois pas, je sais pas si vous êtes 100 ou si vous êtes 3, mais. La 6. On est 6.
Vous êtes 6, d'accord. Non, je me demandais peut-être aussi pour les autres, est-ce que toi, il y a des points méthodologiques qui t'ont posé problème, ou qui, dans ton travail, ou des choses maintenant, avec le recul, une fois le parcours terminé, on peut dire, est-ce qu'il y a des points, des conseils que tu voudrais donner à peut-être des personnes qui sont moins avancées que toi? Bah, moi, j'avais cassé les pieds à Jonathan à un moment où j'étais perdue dans les codes. Comment faire pour faire les thèmes? Après, je t'ai demandé au moins 4 fois la question. Et où... Donc, casser les pieds à Jonathan. Non, mais où je voyais pas comment faire passer des codes au thème. Et en fait, du coup, j'avais pendant 3-4 semaines, j'ai rien relu. Et après, je me suis dit, bon, bah, on y va, et puis au pire, on recommencera. Et en fait, vraiment, il fallait plus poser de questions, et j'ai fini par sortir les thèmes, alors que quand je me posais trop de questions... Se décoller, c'est difficile. Ouais. Les 3 semaines de pause ont été bénéfiques, sûrement. Ouais. C'est ça, quand je fais les cours, je vous dis, faites pas plus d'une analyse par jour, ou 2, mais si vous faites 15 analyses... On se noie, ouais. On se noie, Et puis des fois, il faut poser et puis revenir, faire autre chose, faites un peu de biblio, et puis vous revenez, et parce que c'est effectivement, il faut arriver à trouver une façon quand tu interroges je vous dis toujours, c'est comme écrire une histoire, quoi. Donc, les gens qui écrivent des romans, ils passent des fois 3 jours à rien écrire. Et puis ils reviennent, et voilà, il y a un espèce de processus comme ça, là, qui parfois on ne maîtrise pas, même si c'est cette mi-journée de recherche, mais on arrive à rien produire à la fin. Et la phase où j'ai rétréci et où j'ai fait ce plan-là, qui est la dernière, parce que j'ai tout remodifié, je l'ai fait après 3 mois de pause, parce que je ne pouvais pas travailler pendant 3 mois. Mais et en fait, j'ai plus rien relu. Ouais, et j'ai tout fait j'ai écrit 10 pages de résultats de tête. Et après, j'ai remodelé. Mais c'est vrai qu'après 3 mois, j'ai tout réécrit de tête. Et en fait, j'avais quasiment tous les codes qui étaient revenus. Très peu qui n'ont pas été... Donc se faire confiance dans le fait qu'à force de lire, machin, on a quand même engrammé des trucs. Parce que c'est vrai que quand on les recherche sur le papier, parfois c'est un sentiment d'être un peu... Faire des listes, il faut faire des grilles, il faut faire des choses comme ça. Et il ne faut pas s'interdire. Il y a notre propre outil d'analyse. Enfin, c'est vraiment on est l'outil qui nous permet d'analyser le texte. Et parfois, cet outil, il a le droit aussi d'être débordé, et moins disponible pour traiter toutes les informations et pour filtrer les pertinents. Ouais. Après aussi, je pense qu'il y a un point, vraiment, moi, je vous conseille d'essayer, quand il y a beaucoup de résultats, d'essayer de vraiment mettre en évidence, mais c'est plus dans un souci d'intelligibilité et de communication pour les autres. Quand on met trop de choses, et c'est vrai que c'est des vécus qui sont souvent riches, complexes, multiples, mais on en ressort souvent un tout petit peu comme personne qui écoute de l'extérieur. C'est ce qu'on m'a rapporté là aussi des étudiants que j'avais cet après-midi, où finalement il se noie un tout petit peu de garder des messages clés pour que l'interlocuteur, que ce soit pour votre thèse, pour votre article, il puisse en retenir 1 ou 2, voire 3 idées principales. Mais si le vécu, il y a 10 points, et bien finalement c'est peut-être un tout petit peu plus proche de ce qu'il y a un compromis à trouver entre la véracité de l'expérience vécue et le message qu'on souhaite transmettre concernant ce vécu-là. Je ne sais pas si vous voyez un tout petit peu. Cet enjeu, donc d'essayer d'être vraiment les plus concis. Et pour ça que cet exercice, c'est frustrant quand il y a Jonathan qui m'a demandé d'écrire un article de 4 pages. 4 pages sur l'acceptabilité. On a fait tout un travail qualitatif, on en a eu une centaine de pages, et ensuite pour l'article, c'était pas la partie qualitative, tout ça, mais enfin bon. Non mais Michel, t'avais 6 pages au départ, c'est que tu l'as rendu à la bourre, c'est pour ça. Si, c'est comme je l'ai rendu plus tardivement, les autres m'ont
moins j'ai ma place. C'est ça. Mais autant, il faut trouver. Qui va à la chasse perd sa place. Ben ouais. Mais trouver l'idée qui va permettre d'illustrer le vécu. Et peut-être dernière question que je te posais, mais est-ce que toi, il y a une phrase ou une expression qui t'a marqué, que tu t'aurais envie de mettre en avant, ou peut-être pas, hein, dis hein, si tu en as pas de choses. J'en ai plusieurs. Comme ça, enfin là, spontanément, ce qui me vient, c'est la moitié des parents qui ont parlé de vol au-dessus d'un nid de coucou, en disant que les visites à domicile avaient permis d'éviter ça, en gros. En citant le Et là, ce que film. je trouve, mais ça c'est très personnel, et tu me dis Jonathan ce que tu en penses, on a aussi eu un grand débat cet après-midi sur ce sujet-là. Dans les titres des thèses, dans les titres des travaux, mettre justement une petite phrase de verbatim. Alors je sais que je l'ai fait pour mon M2, je l'avais fait pour l'article aussi, mais toi, est-ce que tu utilises ça? Surtout que tu sais, Being in a Punk, le fameux truc sur la dépression. La négociation, pas toujours, mais l'extérieur menaçant, c'est une citation des parents. Ça, non. Ça dépend les fois, en fait. Tu peux le mettre entre guillemets hein, dans les titres, si c'est vraiment une citation. Okay. Le problème, c'est que dans les articles internationaux, grosso modo, tu peux pas le faire, ou alors dans les petites revues, mais dans les grosses revues, il y a un format de titre qui t'impose de pas faire ça. Oui, c'est une façon de faire. Hein. C'est une façon de faire. Ouais. C'est intéressant, tu vois que finalement, c'est toute la question de l'évitement de la psychiatrie, quoi. Enfin, de la peur de la psychiatrie, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant le titre aussi, vol au-dessus d'un nid de coucou. Avec nid, tu peux tout. Et avec le nid, ouais. Mais on a presque dans la partie l'adolescence liée au domicile, déscolarisation, et même quelque part cette phrase. Je ne sais pas ce que ton pense après des choix. C'est la VAD qui va survoler le nid de coucou. C'est plutôt la VAD qui vient survoler le nid. Ouais. Bonsoir. Voilà. Remplacé au pied. Du coup, j'ai pas de présentation. C'est pas grave. Bon. C'était tout, Michel? Oui. Ouais. Bon, on te remercie encore, Julie. Et puis on va faire un tout petit tour. Merci et bravo. Bon courage Merci. pour la soutenance.